les jeunes écrivent de moins en moins, au point qu'on peut se demander si l'écriture manuscrite va disparaître. On en parle avec nos invités. Laurence Pierson, vous êtes graphopédagogue, spécialiste de l'écriture manuscrite et auteur de Bien écrire et aimer écrire, un hommage bien sûr à Bien lire et aimer lire, un livre que j'aime beaucoup. Gurvan Branelec, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ISTEC, une école de commerce que je connais bien, et vous êtes spécialiste justement des questions du numérique et de la régulation au sein de la pédagogie. Bernard Bouvet, vous êtes fondateur de la Semaine de l'écriture. Bonjour. Bonjour. Vous nous en parlerez, bien sûr. Oui. Et Éloi Passot, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour Éloi. Et qui va répondre à 3 questions que se posent les internautes. Voilà, alors on a sélectionné 3 questions que se posent les internautes sur ce sujet de l'écriture manuelle. Donc la première question qu'on peut se poser, elle est assez évidente. Est-ce que les enfants apprennent encore à écrire à la main aujourd'hui ? La réponse est assez simple, c'est oui. Donc on a souvent en tête le CP, le cours préparatoire, comme l'année où on apprend à lire et à écrire. En réalité, l'apprentissage de l'écriture manuelle commence plus tôt, dès la maternelle. Par exemple, en grande section, on peut déjà apprendre à écrire son prénom en attaché. Alors la deuxième question sélectionnée, question des internautes, à quel moment est-ce que les enfants commencent à utiliser l'ordinateur à l'école ? Alors pour répondre à cette question, il faut distinguer la théorie de la pratique. Au primaire, au collège et au lycée, le cadre théorique est fixé par le CRCN, qui est le cadre de référence des compétences numériques. Et donc ce programme fixe plusieurs objectifs. J'en cite quelques-uns, donc la recherche d'informations en ligne par exemple, ou la résolution de problèmes informatiques très simples. Mais dans la pratique, l'exposition aux écrans varie selon 2 critères. D'abord, évidemment, la pédagogie des établissements. Certains estiment que l'exposition aux écrans doit être minimale, d'autres en font bien davantage. Et le deuxième critère, c'est aussi le matériel disponible. Et sur ce point, les départements et les régions jouent un rôle assez important en France. Certaines collectivités distribuent chaque année des tablettes et des ordinateurs. Alors, je vous donne quelques exemples. À la rentrée 2022, il y avait eu 18 500 iPads commandés pour tous les élèves de 6e dans le département de la Seine-Maritime. L'année suivante, 113 collèges des Yvelines avaient été équipés de tablettes. Et en 2018, quelques années auparavant, la région Grand Est avait annoncé le passage au manuel numérique pour 100% de ses lycéens, donc dès 2018, et on pourrait citer encore beaucoup d'autres exemples. La troisième question qu'on peut se poser, que se posent les internautes, finalement, pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire de continuer à écrire à la main ? Donc je donne quelques éléments de réponse, même si évidemment des graphologues, professeurs, psychologues sont capables de lister des dizaines de bonnes raisons. Moi je vous en donne simplement 2. Donc la première, écrire à la main facilite la lecture et l'orthographe. Donc je m'explique. Lorsqu'on écrit sur du papier, on visualise mentalement les lettres qui apparaissent ensuite sous nos doigts. Donc on produit un effort de représentation mentale. Et finalement, on apprend à lire le mot tout en l'écrivant. Alors que quand on écrit sur clavier, les lettres sont déjà là. Il suffit de taper sur la touche, donc l'effort mental est évidemment moindre. Et deuxième bonne raison, écrire favorise la mémorisation. Je vous cite les études de Smoker en 2009 qui démontrent que les personnes, par exemple, ayant écrit une liste de mots sur papier retiennent beaucoup mieux que ceux qui ont tapé cette même liste sur ordinateur. Laurence Pierson, vous êtes graphopédagogue. Oui. Qu'est-ce que c'est que le métier de graphopédagogue ? Grapho, c'est l'écriture et pédagogue, c'est l'apprentissage. Donc les graphopédagogues ont pour fonction d'apprendre et surtout de réapprendre aux enfants qui auraient des difficultés d'écriture à écrire correctement à la main. Je suis partie d'une association qui s'appelle l'association 5 heures, enseignement de l'écriture pour élèves, étudiants et enseignants. Donc on a vraiment 2 missions, recevoir des gens de tous âges qui ont des difficultés avec leur écriture manuscrite, mais aussi former les enseignants pour que justement ils puissent avoir une pédagogie plus efficace sur ce sujet. Justement, les enseignants sont-ils soucieux de bien apprendre à écrire aux enfants ? Les enseignants sont extrêmement soucieux de bien le faire et ils regrettent très souvent de manquer de formation à ce sujet. J'avais fait un petit sondage il y a quelques années où il était apparu que seuls 8% des enseignants avaient eu, lors de leur formation initiale, une formation sur l'écriture manuscrite. C'est
hallucinant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Comment est-ce qu'on peut être maître ou maîtresse d'école sans avoir soi-même appris à former l'élève? Donc, les enseignants sont très soucieux et sont très demandeurs de formation. Et il y a un effort qui commence à être fait sur ces dernières années. Moi, je vois, j'ai de plus en plus de demandes d'établissements, de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, ou qui me font venir dans les établissements ou dans les circonscriptions pour former les enseignants. On commence à se rendre compte qu'il y a des besoins. Oui, il serait bien, il serait temps. Gurvan Branelec, vous enseignez, enfin, vous êtes dans une école de commerce. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe aujourd'hui? Comment font les étudiants? Est-ce qu'ils viennent avec leur cartable et leur cahier encore? Ou est-ce qu'avec leur ordinateur? Est-ce qu'ils prennent des notes? On a envie de savoir. C'est une très bonne question. Alors, moi, je suis docteur en droit de formation et j'ai commencé ma carrière il y a à peu près 20 ans en fac de droit. Et à l'époque, il n'y avait aucun ordinateur. Donc les étudiants prenaient tous des notes de façon manuscrite. Alors évidemment, la digitalisation, elle pénètre toute la société, et nos usages professionnels, les usages aussi personnels. Et elle a pénétré aussi, bien sûr, les établissements d'enseignement supérieurs. Et donc, on a vu arriver les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables. Donc on a eu d'abord, je pense, de façon assez générale, une attitude de méfiance, voire d'interdiction. Et maintenant, en tout cas à l'ISTEC, nous on est convaincus que l'écriture manuscrite, elle est aussi importante que la capacité à prendre des notes de façon digitale. Pourquoi? Parce qu'au sein des entreprises, évidemment, on utilise les ordinateurs, c'est un outil professionnel. Donc déjà, nous, on impose à tous les étudiants d'avoir cet équipement. Par contre, on interdit maintenant la prise de notes sur téléphone portable. Donc la prise de notes, elle est soit manuscrite, soit faite via un ordinateur portable. Et ce qu'on conseille aux étudiants, c'est de réfléchir et d'élaborer des stratégies. C'est-à-dire, on est persuadé qu'il y a des bénéfices à la fois à la prise de notes manuscrite et à la prise de notes sur ordinateur. On est persuadé que ça n'apporte pas la même chose et que ce n'est pas pour les mêmes usages. L'idée, c'est de savoir faire de tout, finalement. Exactement. L'idée, c'est d'avoir un maximum de compétences. De savoir prendre des notes sur l'ordinateur, sur un cahier, de savoir... Dans un cadre professionnel, on voit souvent les salariés, quand ils ont une to-do list, ils vont la faire de façon manuscrite. Quand ils prennent des notes, des penses-bêtes, ça va être de façon manuscrite. Par contre, ils ne n'auraient pas l'idée de faire un compte-rendu de réunion de façon manuscrite. Donc en fait, je pense que ça va dépendre du cadre, ça va dépendre de l'utilisation. Le PowerPoint qui est sacré dans réunion. C'est clair. Donc on ne le fait pas sur un cahier, ça. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, l'objectif, c'est d'amener nos étudiants justement à élaborer des stratégies. À comprendre aussi qu'en fonction de leur profil, en fonction de leur personnalité, en fonction de leurs besoins d'apprentissage, on peut justement faire des mix combinés, avoir une prise de notes par exemple sur ordinateur, et puis ensuite faire des synthèses papier, faire des schémas, parce que le schéma c'est assez complexe de le faire sur ordinateur, plus sur tablette ou papier. Donc l'objectif c'est effectivement d'aider nos étudiants à réfléchir par rapport à tout ça. Bernard Bouvet, vous avez fondé la semaine de l'écriture. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça fait 14 ans déjà. Donc on s'est rencontrés avec mon ami Patrice Laffont qui vient de partir il n'y a pas longtemps. Bah oui, si vous voulez évoquer sa mémoire d'ailleurs. Oui, si vous avez un souvenir qui vous tient à cœur, vous l'avez créé ensemble en fait? On a créé, lorsque j'ai lancé la semaine de l'écriture, on s'était rencontrés juste avant. J'avais parlé de mon projet, et puis alors Patrice était encore aux chiffres aux lettres. Célèbre présentateur des chiffres et les lettres. Présentateur, voilà. Et il m'a dit, je suis partant dès qu'il y a quelque chose. Et puis ça a demandé quelques mois. Et aussitôt, ça a démarré. Ça a démarré très vite parce que à l'époque, il y avait Frédéric Mitterrand comme ministre de la Culture, et dès qu'on lui en a parlé, il est vraiment un homme d'écriture formidable. Puis pour les médias, c'était bon. Et on a lancé l'association, et Frédéric Mitterrand nous a accueillis au Sénat pour démarrer l'association au mois de septembre. Nous, c'est ce que tout le monde vient de dire, c'est que ce qui est important, c'est que les enfants continuent à apprendre à écrire manuellement à l'école,
en primaire, parce que, bon, d'ailleurs, la France reste bien, et il y a beaucoup de neuropsychologues, neuroscientifiques, etc., qui voient sur le cognitif. J'ai juste une phrase qui était de Marie Loncan, qui est neuroscientifique au CNRS d'Aix-Marseille. L'écriture manuscrite qui fait probablement partie des capacités motrices les plus complexes dont le cerveau est capable. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une relation entre le cerveau et la main. Et après, bon ben, aux États-Unis... Qu'est-ce qu'on fait pendant la semaine, par exemple, de l'écriture ? Eh bien, la semaine de l'écriture, il y a un concours. On fait un concours parce que là, c'est vraiment pour J'ai lu motiver. Un concours de cartes postales, c'est ça ? C'était un concours de cartes postales et maintenant, on l'a fait en texte. Surtout, vous avez quelques cartes. Mais c'est pas des cartes postales, ce sont des textes maintenant. Parce que la carte postale était trop petite. Ouais. Et on a mis en téléchargement sur notre site un support de 18 par 15 qui est beaucoup plus grand. Puis pour nous, quand on est au jury, c'est plus facile de le lire, quoi. Voilà, et puis bon, le principe c'est de faire que les enfants écrivent et surtout fassent travailler leur cerveau en écrivant à la main, bien sûr, et puis qu'on change de thème tout le temps, tous les ans. Et les prochaines dates pour s'inscrire ? C'est à partir de maintenant, la rentrée, là, mais le concours aura lieu du 7 au 14 octobre. D'accord. Donc vous allez sur le site Semaine de l'écriture, si vous voulez vous inscrire, parce que... Et quel est le thème cette année ? Alors le thème, on a choisi, je pense que c'est bien, c'est le courage. Et on tombe dans les paras... Avec les paras olympiques, oui, bon, enfin, on voit tellement... faut pas motiver là-dessus, mais voilà, c'est vraiment très bien pour nous. Voilà, Et c'est parti de... Comment vous avez eu l'idée de créer cette semaine de l'écriture ? C'est parce qu'aux États-Unis, j'avais de la famille là-bas, et il y avait des États, il y avait je sais pas combien d'États qui ont supprimé le démarrage de l'écriture manuelle dans le primaire, parce que CP, CE et CM, pour nous c'est important. Ouais. Et il y a eu des États qui sont revenus, et donc ils ont sélectionné 200 élèves d'une partie écriture et 200 élèves sur le clavier. Et ils ont suivi ça pendant 2 ans. Oui. Et ceux qui avaient appris sur le clavier, bien, ils n'avaient pas de mémoire, ils perdaient complètement la mémoire de ce qu'ils avaient. Alors que ceux qui avaient écrit à la main, avaient un bien meilleur niveau. Tout ce qu'ils ont appris, ça a été contrôlé, ils avaient tout par cœur. Hein. Ça me fait une très bonne transition pour donner la parole à Éloi Passot, qui va nous parler d'un autre combat entre les États-Unis et la France, entre les tenants d'une écriture bâton qui a lieu dans les pays anglo-saxons et l'écriture, ce qu'on appelle chez nous l'écriture en attaché. Oui, alors Sophie, je vous parlais tout à l'heure du CP, du cours préparatoire, et donc je vous propose peut-être de faire un petit voyage dans le temps dans cette année de CP. Donc souvenez-vous, nous avions passé des heures à copier, à recopier des dizaines de fois des belles lettres arrondies dans nos cahiers, et on apprenait donc l'écriture en attaché, aussi appelée l'écriture cursive. Ouais. Mais il existe une autre forme d'écriture qu'on apprend notamment aux États-Unis. Et il s'agit de l'écriture en bâton ou écriture script, et donc dans ce système, les lettres d'un même mot sont détachées les unes des autres, et on la connaît tous puisqu'on la retrouve aujourd'hui partout dans les livres et sur nos écrans. D'où vient cette différence entre les États-Unis et les pays latins, si je puis dire ? En réalité, ce clivage s'est fait en 2 temps, avec une première étape aux États-Unis pendant les années 30, et à l'époque, l'enseignement se démocratise et la script, qui imite les lettres séparées comme sur les machines à écrire, est considérée comme plus facile à apprendre, et c'est là que l'écriture en attaché commence à décliner outre-Atlantique au profit des bâtons. Et la deuxième étape, qui est évidemment beaucoup plus radicale, on en a parlé depuis le début de l'émission, c'est évidemment le numérique. Donc ces dernières décennies, avec les écrans, la script est devenue omniprésente dans notre quotidien, et au point que certains se sont demandé si finalement ça n'était pas devenu inutile d'apprendre à écrire en attaché. Donc en 2014, 45 États américains avaient carrément supprimé le caractère obligatoire de l'écriture en attaché des programmes, et la Finlande avait fait de même en 2017.
Alors, est-ce qu'il faut les suivre? Est-ce qu'il faut, comme dans ces pays, finalement, abandonner l'écriture en attaché? Évidemment, c'est un débat passionné entre les spécialistes sur le sujet. Alors, de fait, l'écriture script ou en bâton a peut-être bien un avantage. Elle est réputée, en tout cas, comme étant plus facile à apprendre, mais elle a quand même plusieurs défauts. D'abord, il y a un risque de confusion, par exemple, entre certaines lettres, le B et le D, par exemple, ou le P et le Q, qui s'écrivent en miroir. Et surtout, certains enfants aux États-Unis qui n'ont appris que l'écriture script n'arrivent plus à lire aujourd'hui la carte postale de leurs grands-parents ou un texte historique qui a pu être écrit à la main. Et puis, plusieurs études ont montré que la cursive permettait un meilleur développement de la motricité fine qui est essentielle dans le développement de l'enfant. Donc, avantage finalement à l'écriture en attaché. Et d'ailleurs, plusieurs États américains ont fini par revenir en arrière. Et aujourd'hui, ils sont 21 à avoir réimposer l'écriture en attaché dans les programmes. Alors Laurence Pierson, vous en pensez quoi de ce combat entre l'écriture bâton et l'écriture attachée? Moi, je dis ça comme ça, c'est plus simple, on comprend comme ça. Écoutez, l'écriture cursive, moi j'aime bien ce terme de cursive, ça vient du latin currere, c'est une écriture qui court et qui va vite. Je pense que vous avez tous fait cette expérience de devoir remplir un formulaire où il faut écrire en script. On écrit extrêmement lentement en script. On ne peut pas écrire tout un texte en script, c'est très fatigant, c'est très lent, ça n'est pas porté par le mouvement, donc c'est pas seulement qu'on ne développe pas sa motricité, c'est qu'on a moins cette fluidité. On ne peut pas écrire de manière fluide en script. D'ailleurs, les gens qui ont appris à écrire en script et qui sont des gens qui écrivent beaucoup, moi j'en connais, des enseignants, des professeurs américains ou anglais, généralement ils développent une espèce de script lié, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de lien entre les lettres, on ne perçoit pas bien le mot. Et surtout, ça perd un temps absolument fou. Et c'est assez amusant parce qu'on voit que les gens qui ont appris à écrire en écriture cursive ici en France, quand ils arrivent généralement au collège, les enfants introduisent des lettres script dans leur écriture, ce qui fait qu'il y a un mélange qui se fait tout à fait naturellement. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'un enfant qui a appris à écrire en cursive va avoir une écriture beaucoup plus fluide et va sans aucune difficulté rajouter en personnalisant son écriture quelques lettres, vous savez, un B comme ça qui rebondit, et ça ne posera aucun problème parce que ces lettres sont les lettres des livres, donc elles lui sont familières, alors qu'à l'inverse, comme vous le disiez, quelqu'un qui n'a appris que l'écriture script aura les plus grandes difficultés à aménager cette écriture pour aller vite. Donc je pense vraiment que c'est plus efficace pédagogiquement. Et en plus, il y a cette notion de perception du mot, un mot est tout en un geste et un espace avant le mot suivant, alors que c'est très difficile pour les jeunes enfants en particulier de comprendre qu'il faut mettre un petit espace entre chaque lettre, mais un petit espace un petit peu plus grand avant les mots, et la notion de mot est moins bien installée. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus et qui sont à l'avantage, effectivement, comme vous l'avez dit, de la cursive. Gurvan Bradelec, certains enseignants se plaignent de voir un mur d'écran lorsqu'ils vont dans une classe et ça peut être un peu perturbant. Il y a aussi le problème de la concentration parce qu'on se demande vraiment si ces élèves sont vraiment en train de prendre des notes, vraiment en train de suivre le cours ou tout simplement est-ce qu'ils ne répondent pas à des mails, ils vont peut-être sur Internet ou voir jouer des jeux, voir s'ils jouent aux jeux vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? La spécificité de l'ISTEC, c'est que c'est une école de management où les étudiants peuvent être en alternance dès la première année, au post-bac. Donc on a des étudiants qui ont envie d'action tout de suite. Et au sein des entreprises, évidemment, l'ordinateur est un outil professionnel. Donc nos étudiants sont tous équipés. Donc ils utilisent pour beaucoup un ordinateur. Et c'est vrai que ça peut être source de distraction. Donc dans certains cours, notamment des cours de coaching, des cours... ou des cours où on a besoin d'une concentration importante. Je pense, j'ai un collègue, par exemple, en comptabilité, qui interdit les ordinateurs. Ah oui. On peut avoir effectivement des collègues qui, pour des raisons pédagogiques, décident d'interdire les ordinateurs. Sinon, on est plutôt, en fait, à essayer de professionnaliser nos étudiants. Parce que les tentations d'aller sur Internet ou de faire autre chose, ils vont en avoir aussi en entreprise. Donc nous, l'objectif, c'est de les amener justement à prendre du recul sur leurs usages numériques, à ne surtout pas abandonner l'écriture manuscrite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est très attaché à avoir toujours des sessions d'examen, des partiels. À peu près plus de 50% de l'évaluation est une évaluation individuelle. Et ce sont des examens écrits ou manuscrits. Donc on avertit les étudiants dès la rentrée, attention, vous allez avoir une phase avec des examens écrits, des évaluations écrites. Donc justement,
on vous conseille de prendre des notes de façon manuscrite pour ne pas vous retrouver tout d'un coup le jour de l'examen, habitué à prendre des notes sur ordinateur et à devoir effectivement rédiger une copie. Il y a aussi les risques de triche, parce que lorsqu'on est devant un ordinateur, on peut évidemment plus facilement aller sur ChatGPT, s'inspirer sur des sites. Enfin, tandis que lorsqu'on est devant une feuille, finalement, on ne peut pas tricher. Alors, ça, c'est un sujet. Je parle de ça parce qu'il y a eu un cas récemment d'un bachelier qui, on lui avait autorisé à écrire sur un ordinateur parce qu'il avait un petit handicap et il a été accusé d'utiliser l'intelligence artificielle pour passer le bac. Et finalement, là, on vient de l'apprendre, il a été relaxé. Donc, vous voyez, c'est un problème qui est un petit peu général. Alors, en fait, l'utilisation de l'IA générative, nous, on explique à nos étudiants que c'est un outil. Mais que c'est un outil qui doit être bien utilisé. C'est-à-dire, il n'est pas question de frauder avec l'IA générative, il n'est pas question, par exemple, de réaliser des faux entretiens. Par exemple, pour des mémoires de fin d'études, on leur demande, s'ils utilisent une méthode qualitative, d'aller réaliser des entretiens en entreprise. Il n'est pas question qu'ils utilisent une IA générative pour réaliser de faux entretiens. Et lorsqu'ils utilisent l'IA générative, ils doivent citer, identifier les paragraphes qui ont été générés par l'IA générative. Donc, c'est un outil qui est intéressant à utiliser, mais il y a des limites, il y a des cadres, etc. On utilise d'ailleurs, on va tester, dans le cadre notamment d'une majeure, qui est une majeure communication événementielle, on va tester un outil d'IA générative pour la prise de notes, qui s'appelle Plo, qui a l'avantage, en fait, l'enseignant peut parler, comme on est en train de tenir notre conversation. Donc l'IA générative va ensuite réaliser une synthèse, mais surtout des schémas de synthèse, etc. On va le tester. L'objectif, c'est aussi de s'emparer de tous les outils qui existent. Et lorsqu'on écrit, finalement, on peut un peu moins tricher que lorsqu'on va sur un ordinateur. Juste, Bernard Bouvet, lors de la semaine de l'écriture, qu'est-ce que les enfants vous disent lorsqu'ils viennent finalement participer à ce concours? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est-à-dire que le texte peut... On ressent plein de choses de leur vie, de tous les jours. Des fois, ça nous terre les larmes aux yeux parce qu'ils ont perdu leur papa ou il y a autre chose. Et c'est vraiment plus profond d'eux-mêmes parce que en effet, c'est pas la même chose pour le développement, entre le développement du cerveau d'écrire à la main ou taper sur un clavier. Est-ce que ça favorise la créativité? Ah, mais complètement. On a des textes au moment du concours qui sont époustouflants de voir des enfants, parce que c'est un concours individuel, attention. Donc chaque personne, c'est pas la classe qui va se grouper pour participer. Et donc on a du CP, du CE, du CR, on a 8 catégories. Mais pourquoi le fait d'écrire à la main, en écrivant à la main, on est plus créatif et on laisse un peu plus, disons, courir notre imagination que lorsqu'on écrit à un ordinateur? L'étude aux États-Unis a été faite et ça a été suivi. Moi, j'ai pris les notes. De nombreux spécialistes sont formels. L'apprentissage de l'écriture manuelle participe au développement cognitif de l'enfant par la maîtrise du geste, par le rapport établi entre la main et le cerveau, à travers la constitution des lettres, des mots et par la compréhension de ce qu'on écrit, ce qu'il disait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que lorsqu'on est finalement avec un cahier et un stylo, que ce soit un stylo plume ou un bic, finalement on ne revient pas vraiment en arrière, on peut barrer parfois, mais tandis qu'à l'ordinateur on est toujours finalement en train de changer un mot, en train d'effacer, en train de copier-coller, on est toujours finalement un peu, tandis que lorsqu'on écrit... ça file. Oui, j'adore faire la remise des prix, d'aller dans les classes, dans les écoles, et on s'aperçoit que même les institutrices sont pour la continuation parce que l'enfant, il y a une concentration sur l'écriture qu'ils n'ont pas sur un ordinateur. Et heureusement que ça commence qu'en 6e. Ça commence qu'au collège, en réalité, les ordinateurs. Et le primaire, ça, on se bat. Enfin, il n'y a pas que nous, mais il y a eu des choses de fait avec d'autres associations qui ont écrit au ministère de l'Éducation nationale, et on s'est aperçu, ça fait 1 an, il y a une obligation d'1 heure par jour d'écriture qui est arrivée quand même. D'accord, donc vous avez l'impression qu'il y a quand même des progrès?
Ah oui, là, c'est... Il y a aussi maintenant des collectifs d'enseignants qui font des pétitions justement sans être contre l'ordinateur, pour qu'il y ait une sorte de pause numérique à l'école, mais vraiment quoi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de... Vous en avez entendu parler de ces collectifs justement d'enseignants en fait, qui eux-mêmes finalement ne veulent pas que l'école soit... Les enfants qui déjà regardent beaucoup l'ordinateur et beaucoup les téléphones portables à la maison ne le fassent pas à l'école. Alors non, je ne savais pas que ces collectifs existaient, mais moi, je fais beaucoup de formations, en particulier pour les enseignants de maternelle, et régulièrement, à la question qui m'est posée, on vient de recevoir un beau lot de tablettes, qu'est-ce qu'on peut en faire? J'ai vraiment toujours envie de leur répondre, mettez-les dans le placard. Et c'est vraiment dommage qu'avec ces sous, on ne vous ait pas financé la sortie que vous aviez envie de faire, parce qu'on n'arrive jamais à payer l'autocar pour aller voir, pour aller dans la forêt en vrai, pour aller respirer dehors. Alors qu'on sait, il y a d'ailleurs un mouvement classe dehors en ce moment, on sait que le fait de sortir, oui, c'est important. l'école à la forêt. Oui, mais même il y a un mouvement pour faire la classe dehors, bon ça n'a rien à voir. Il y a quand même quelque chose dans la société actuelle, il y a quand même une prise de conscience du fait que les enfants ont besoin de vrais objets, pas des objets virtuels, et que nous, dans notre génération, enfin dans nos générations, on n'est pas de la même, tous, on a commencé par apprendre le monde en vrai, et ensuite on a eu des choses virtuelles qui ont copié ce monde, mais les enfants, eux, qui arrivent, doivent découvrir les choses en vrai. Et vous parliez tout à l'heure du lien entre le geste et pourquoi est-ce que c'est si important, pourquoi est-ce qu'il y a plus de créativité. J'avais envie de vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, par exemple, plus trop savoir comment s'écrit un mot, et vous prenez un papier, un crayon, et en fait, vos doigts savent. Ouais. Vous avez la mémoire du geste, et cette mémoire du geste, cette intelligence de la main, elle est plus intérieure. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'école sur Figaro TV Île-de-France. Au revoir.